Avant toute chose, histoire que ce soit bien clair, je n'ai pas l'intention de présenter ici un plaidoyer féministe. Je ne suis absolument pas assez documentée sur le sujet que d'autres présenteront bien mieux que moi. J'aimerais juste partager un ressenti tout à fait personnel et sans prétention, donc tout le monde se détend. Autre point important, je vais me permettre une petite confidence afin de donner un contexte à ce ressenti. J'ai eu la grande chance, l'immense privilège de grandir dans une famille qui ne m'a jamais réduite à mon genre. On ne m'a jamais fait ressentir que je devais être plus sage ou plus polie, plus douce ou plus obéissante et que je ne pourrais pas réussir dans certains domaines parce que je suis une fille. Idem pour mon frère. On nous a toujours traités de la même façon, en nous parlant non comme à un petit garçon ou une petite fille, mais comme à deux êtres humains doués d'intelligence et d'un caractère de merde, c'est vrai. Alors je dis merci maman, merci papa et tous mes grands-parents de m'avoir laissé grandir et faire mes propres erreurs, de m'avoir laissé être vulgaire, têtue, mal coiffée, sans jamais avoir peur ou douter de moi parce que je suis une fille. Voilà, c'était vraiment pas pour étaler ma vie parfaite, mais pour vous donner mes bases, mes racines à moi, et ce qui fait qu'aujourd'hui je ressens ce que je ressens à l'égard des héroïnes féminines. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas eu ma chance et que par conséquent n'auront pas le même ressenti. Je respecte profondément toutes ces personnes, tous ces ressentis, et j'espère que certains voudront bien le partager en commentaire à la fin de cette vidéo. Ouf, maintenant un peu plus de légèreté. Voici donc mes premiers modèles féminins, moi qui suis née dans les années 90 il y a si longtemps. Comme vous pouvez le remarquer, il s'agit d'œuvres très grand public, majoritairement des Disney, parce que les enfants de ma génération ont difficilement pu passer à côté. Ces modèles ont jalonné mon enfance et ma préadolescence, c'est-à-dire entre mes 4 et mes 13 ans environ. Qu'est-ce que je retenais de ces figures à l'époque ? Déjà, on a deux guerrières badass qui se travestissent pour aller à la guerre, deux autres qui sont des femmes de caractère qui défient les hommes, l'une qui est sensible, tolérante, proche de la nature, l'une qui est une petite fille désobéissante et audacieuse qui défie l'autorité de l'Église, et l'une dont l'arme la plus puissante est son esprit, ses connaissances, son érudition. Et accessoirement, il y avait ça. Mais j'y reviendrai. J'en profite pour préciser que je vais m'axer sur des héroïnes de fiction de l'imaginaire et non sur des figures de femmes fortes, de personnages qui ont vraiment existé ou des protagonistes d'œuvres plus concrètes, style Erin Brockovich. Maintenant que ça s'est posé, voyons les modèles féminins à côté desquels les jeunes de notre époque ne peuvent pas passer. Attention, je ne dis pas que ce sont les seuls modèles à leur disposition. Je ne dis pas non plus que je connais les véritables influences des jeunes filles et des jeunes garçons de notre époque. Je dis seulement que ce sont les plus accessibles parce qu'ils sont en majorité de chez Disney comme mes propres modèles et par conséquent sont les plus visibles, les plus grand public et potentiellement ceux qui peuvent toucher le plus de jeunes et d'enfants. Wonder Woman, la seule héroïne qui ne vient pas de Disney, nous a été vendue comme la toute première super-héroïne au cinéma en termes d'importance de budget et d'importance de traitement, au même titre qu'Iron Man, Superman, Spider-Man, donc la toute première à être l'égale d'un super-héros masculin. L'intention est louable parce que, comme tout le monde, j'ai bouffé pas mal de films de super-héros ces dernières années, de qualité variable, mais de qualité moyenne, voire médiocre le plus souvent, et j'ai rarement été marquée par tous ces films qui restent pour moi un divertissement sans conséquence. Donc j'aurais dû apprécier Wonder Woman, non, puisqu'elle se hisse à la hauteur de tous ces gus en collant. Eh bien, c'est l'un des films qui non seulement ne m'a rien fait, mais ne m'a pas amusée et en plus m'a un peu énervée. J'avais une toute petite connaissance du personnage de base et donc de toutes petites attentes. Wonder Woman, dans les comics, est brutale, assez peu concernée par le sort des humains et a des pouvoirs de déesse. Je m'attendais donc à des combats contre des dieux ou l'équivalent. Et oui, il y a le combat de fin, mais avant ça, on se tape 2 heures d'une Amazone contre les nazis, avec un discours sur la guerre, c'est mal et l'amour dans tout ça, bref, rien d'excitant, tout comme ça l'aurait été avec un super-héros masculin. À titre d'exemple, je ne suis pas allée voir Captain America parce que le combat du super-héros contre les nazis est à peu près ce qui m'intéresse le moins dans ce genre de film. Mais plus que sur le scénario, je vais me pencher sur la figure de l'héroïne. La première chose que je constate, c'est qu'on a amoindri ses pouvoirs par rapport à sa représentation dans les comics. On lui a aussi donné un côté humaniste pour l'adoucir et on l'a diminué physiquement. Je ne dis pas qu'il aurait fallu absolument une femme plus baraque.
Normalement, la magie de la mise en scène, du cadre, de la lumière et le jeu de l'actrice peuvent tout à fait faire passer un poids-plume comme Gal Gadot pour une puissante déesse. Sauf que l'actrice, en plus de jouer une déesse qui ne connaît pas ses pouvoirs, n'est pas très bonne. Je suis une mouette. Non, ce n'est pas ça. Je suis une actrice. Non, ce n'est pas ça non plus. Et la mise en scène, même si elle fait tout pour l'iconiser, ne réussit jamais à me convaincre de sa puissance. Oui, oui, même dans cette scène-là. Là, on met en valeur ses accessoires au ralenti pour montrer que c'est une guerrière qui part au combat, mais dans le même temps, on lui fait traverser le champ sans jamais être décoiffée, ni sans une grimace. Et encore une fois, Wonder Woman ne devrait pas avoir besoin de son bouclier ou de ses bracelets pour parer des balles, parce que Wonder Woman n'affronte pas des humains, mais des dieux. En résumé, première super-héroïne au cinéma, on amoindrit ses pouvoirs tout en éliminant son côté bourrin, parce que c'est pas beau une femme trop musclée. Ouais. À la suivante. En allant à l'encontre de tous les avis, j'ai bizarrement plutôt bien aimé ce film. En tant que divertissement sans grand investissement émotionnel, on s'entend. Ça reste pas génial, on est d'accord. Mais le personnage de Captain Marvel a pour moi le mérite de proposer un autre style, une autre couleur avec une héroïne moins féminisée. Ça commence aussi un peu mieux avec des moments dans l'espace et même si on retourne bientôt sur Terre pour un scénario assez prévisible et peu captivant, les ennemis ne sont pas des humains. Et j'ai pas pu m'empêcher de bien aimer la dernière partie où elle dévoile ses pouvoirs et dézingue à coups de poing des vaisseaux spatiaux, ainsi que sa confrontation mentale avec une intelligence artificielle. Mais ça, c'est mon petit cœur d'amoureuse de SF qui parle. J'avais peut-être aussi moins d'attentes parce que je ne connaissais pas du tout le personnage de base. Je remarque néanmoins qu'au sein du film, on amoindrit sa puissance, même si c'est pour la révéler à la fin et que ce n'est pas gratuit. Mais par la suite, alors qu'elle est présentée comme la Deus Ex Machina du dernier film des Avengers, Endgame, c'est elle qu'on exploite le moins. Elle se contente de dézinguer quelques vaisseaux à coups de poing pour ma plus grande joie, et puis elle se prend une gifle de Thanos, le gros méchant, et merci, au revoir. Captain Marvel, la toute première héroïne des studios Marvel, réussit donc à être encore moins marquante que Wonder Woman, même si sur le moment j'ai bien plus apprécié ma séance de ciné. N'y aurait-il donc aucun personnage pour relever le niveau ? Une héroïne dont les petites filles et les petits garçons pourraient fièrement arborer le cosplay aux anniversaires et à Disneyland Paris ? On pourrait faire une thèse de 800 pages sur le pourquoi et le comment Disney a raté la dernière trilogie Star Wars, mais ce n'est pas le sujet que vous pourrez voir développé dans à peu près 1 million de vidéos pertinentes. Le sujet, c'est Rey, la figure de proue de cet immense Titanic. Et là, je vais faire court parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Mérissou, pas Mérissou, franchement, c'est même plus le débat. Parfois elle l'est, parfois elle rate tout, mais ce n'est pas le vrai souci. Le vrai souci, c'est que comme personne n'a de cap pour cette histoire qui va dans tous les sens, ce personnage ne sait pas d'où il vient ni où il va. Elle n'a donc pas de réelle motivation, pas d'enjeu, pas de faille, pas de quête, pas de tourment, et donc ce n'est pas un personnage. C'est un non-personnage au cœur d'une non-histoire, au sein d'une franchise adorée et regardée par toute une nouvelle génération. Heureusement, il y en a une qui sauve un tout petit peu les meubles. Attention, âme sensible, bouchez-vous les oreilles. Inutile de revenir sur tous les aspects positifs du premier film La Reine des Neiges, comme le prince charmant détourné, l'héroïne principale qui n'a pas de romance, l'histoire d'amour qui se déroule entre les deux sœurs ou la représentation positive de la sororité. J'adore la chanson Let It Go, je l'ai presque autant écoutée que les petites filles qui ont grandi avec le film, mais le film en lui-même ne m'a pas bouleversée et je ne me suis pas spécialement attachée à Anna et Elsa. Attention, opinion impopulaire, j'ai préféré le deuxième film. Je m'explique. Je suis de base très cliente de récits initiatiques, de voyages du héros, de la quête des origines et de la vérité, et de tout ce qui touche aux esprits et à la nature. Et en bonus, on a des paysages inspirés de la Scandinavie qui m'ont tout de suite transportée. Il y avait de grandes chances que ça fonctionne sur moi, mais surtout, je trouve que toute cette quête très classique en fantasy, par exemple, est plutôt bien représentée dans le film, qui même s'il a ses faiblesses, ses grosses faiblesses, on est d'accord, a subi, je pense, la plupart de ses critiques à cause de spectateurs nostalgiques du premier film qu'ils avaient adoré.
Sans m'être beaucoup attachée à Elsa en elle-même, j'aime son tourment. Le fait qu'elle soit une sorcière, une personne dotée d'une puissance qui la différencie du genre humain. J'aime aussi son côté un peu plus mystique qu'on développe avec son lien avec les esprits. Et donc, parmi toutes ces héroïnes très visibles, très accessibles, très grand public, Elsa est finalement celle qui a le plus marqué une génération d'enfants. Je pense que ça s'explique par le fait qu'Elsa est la seule à avoir un tout petit peu réussi à échapper à ses créateurs, malgré la grosse machine que sont les studios Disney. Parce qu'Elsa, au départ, devait être la méchante. Les créateurs ont changé d'avis après avoir écrit et composé Let It Go. Je ne vais pas trop extrapoler parce qu'il se peut que ce soit une jolie fable qui fait partie de la communication. N'empêche, s'il y a juste un grain de vérité dans cette histoire, cela signifie qu'Elsa, parmi toutes les héroïnes que j'ai citées, est la seule héroïne qui se rapproche le plus d'un vrai personnage. Un vrai personnage épais, vivant, solide, est un personnage qui échappe à ses créateurs parce qu'il y a toujours quelque chose d'insaisissable, d'intangible dans la création. Là où je veux en venir avec tout ça, c'est que je constate de plus en plus une volonté de présenter des héroïnes fortes, soit puissantes au niveau de leur magie, soit puissantes physiquement. Sur le papier, c'est une tendance qui me plaît évidemment parce qu'on a besoin de faire évoluer les œuvres de fiction. Mais comme il s'agit justement d'une tendance, les studios en charge de ces œuvres ne vont jamais tenter d'avoir une vision artistique et de bâtir un personnage solide. Ils vont chercher la façon la plus lisible, la plus évidente de représenter ce qu'ils pensent que les spectateurs considèrent comme une héroïne forte. Et donc, on se retrouve au pire avec Rey qui est un non-personnage, au mieux avec Elsa qui était à ça d'être un vrai personnage. Tout ça sans audace, sans risque, sans imagination, sans créativité. J'ai pas mal parlé de films alors que je ne suis pas du tout une spécialiste, mais c'est aussi une tendance qu'on retrouve dans les livres, notamment dans le genre young adulte actuel. Alors je suis loin d'avoir tout lu et de connaître tout ce qui sort en ce moment, mais même en n'ayant lu que quelques livres récents, même juste en regardant la promotion des prochaines sorties de certaines maisons d'édition, j'ai remarqué des phrases d'accroche récurrentes comme « angle original »,« fait assez rare pour être noté »,« une fois n'est pas coutume »,« l'histoire est portée par une femme ». Vraiment. Alors, au final, c'est quoi mon problème avec cette tendance plutôt positive? Mon problème, c'est qu'en 2004, on diffusait ça. Ceux qui connaissent cette œuvre grandiose, magistrale, émouvante, remarqueront peut-être certains thèmes qu'on retrouve par petites touches dans La Reine des Neiges 2. Ce qui est à mon sens très positif, c'est une preuve de maturité de Disney de s'inspirer d'Avatar. Mais si on ne parle que de représentation féminine, d'héroïne, voici ce qu'on y trouve. En 2004, je précise. Et si on remonte encore un peu plus loin, en 1997, on retrouve ceci qui passait sur la mythique trilogie du samedi. Voilà pourquoi je suis aussi peu réceptive à ces nouvelles héroïnes. J'ai grandi avec la tueuse, qui à chaque génération est la seule à pouvoir combattre les forces du mal. J'ai grandi en la voyant prête à se sacrifier, elle, sa propre vie, son grand amour, à prendre ses responsabilités envers sa famille et à protéger ses amis. À ses côtés, j'ai vu Willow devenir une puissante sorcière qui aime une autre sorcière et Dawn passer d'une petite sœur agaçante à une puissante guerrière.
J'ai vu Buffy combattre des vampires, des démons, des déesses, apprendre de ses erreurs, se laisser dépasser par sa puissance, douter de son humanité, être fragile et vulnérable, se salir et se sublimer. J'ai grandi en sachant très bien que les femmes peuvent sauver le monde et botter le cul des démons. J'ai grandi en n'ayant aucun doute sur la force, la puissance, l'héroïsme, l'abnégation et la grandeur des femmes. Le vrai problème que j'ai avec toutes ces nouvelles héroïnes, c'est qu'elles le découvrent aujourd'hui comme si c'était une nouveauté. Pire, comme si c'était original, du jamais vu. Mon problème, c'est qu'à force de répéter aux jeunes que c'est tellement original, tellement rare, tellement spécial de voir une femme héroïne dans les livres et au cinéma, c'est qu'ils finiront par croire que effectivement on ne peut en trouver que dans les livres et au cinéma, et pas dans la vraie vie. Avatar et le dernier maître de l'air date de 2004, Buffy contre les vampires de 1997. Mesdames, messieurs, auteurs, scénaristes, producteurs, éditeurs, qui abreuvez notre jeunesse de faibles échos, de pâles reflets d'un reflet et omettez de donner vie à des personnages, vous avez pris un sacré retard. Ça reste un bel effort, une belle initiative quand ça dépasse la seule idée marketing, mais il serait peut-être temps de poursuivre le grand œuvre plutôt que de le redécouvrir, de trouver les vraies héritières de Buffy plutôt que de s'étonner qu'elles existent déjà, elles. Toutes les Buffy Summers, toutes les Hermione Granger, toutes les Katniss Everdeen, toutes les Ewilan, Elana, Yennefer, Triss, Ciri, toutes les Thénard, les Mémé Cire du Temps, les Tiphaine Patrak, les Toph, les Katara, les Cora, les Morgane, les Viviane, les Guenièvre. Oublions un peu les non-personnages et laissons la parole aux vraies héroïnes. Merci à tous de m'avoir écouté divaguer tout au long de cette vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à partager vos modèles féminins, vos propres héroïnes d'enfance ou actuelles. Merci à tous, à la prochaine!